La santé sexuelle et reproductive est très importante pour les femmes car elle concourt à leur épanouissement. Pour préserver cette santé sexuelle et reproductive, il faut que les femmes puissent avoir les informations exactes. Des informations sur les méthodes de contraception, également les informations sur les infections sexuellement transmissibles. Et lorsqu'elles décident d'avoir des enfants, les femmes doivent également pouvoir accéder aux services adaptés à leur situation. Et par ailleurs, il est important pour les femmes et jeunes filles ainsi que leurs familles d'avoir les informations fiables concernant la loi sur l'interruption sécurisée de la grossesse. Cette émission s'inscrit dans ce cadre. La Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB, en partenariat avec Maristop International, dans le cadre du projet intitulé The Challenge Fund Hewlett Contribution, s'engage à informer et éduquer le public sur les droits des femmes et des jeunes filles et les conditions légales de l'interruption sécurisée de la grossesse. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale que vous propose notamment Savane Média et ses partenaires. Nous recevons sur ce plateau Dr Aïcha Sana de la SOGOB. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Nikema. Nous sommes également avec Dr Luc Joseph Baradandi Kanya de la Direction de la Santé de la Famille du ministère de la Santé. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Nikema. Et je précise que vous êtes gynécologue obstétricien également. Nous sommes ravis d'être également avec Madame Hassana Traoré, magistrate. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Nikema. Bienvenue. Merci Mesdames et Messieurs d'être sur ce plateau pour nous entretenir sur la thématique suivante, droit en santé sexuelle et reproductive, y compris l'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi burkinabé. Je commence par Dr Sana. Dr Aïcha Sana, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne et vous représentez la SOGOB sur ce plateau. Entendez par là la Société des gynécologues obstétriciens donc, du Burkina. Docteur, pour commencer, parlons de santé sexuelle et reproductive. Rappelez-nous que recouvre la notion de santé sexuelle et reproductive du point de vue médical. Ok, merci Madame Nikema. Voilà, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de la santé sexuelle et reproductive, voilà, qui est un sujet complexe et tabou dans nos sociétés. Alors, la santé sexuelle et reproductive se définit selon l'OMS comme un état de bien-être physique, mental et social dans tous les aspects de l'appareil génital, de ses fonctions et de la sexualité, et ne se limite pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé sexuelle regroupe toutes les étapes de la vie de la femme, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, en passant par l'adolescence et la phase adulte. Donc la santé sexuelle et reproductive prendra en compte que ce soit la gestion des menstrues, la maternité, vous me corrigerez si... oui, sur le plan médical, la santé sexuelle et reproductive regroupe plusieurs domaines essentiels. Nous avons la santé sexuelle qui concerne la prévention, le dépistage et le traitement de toutes les affections concernant la sexualité. C'est y compris les infections, les troubles sexuels, les violences sexuelles. Elle caractérise aussi l'information sexuelle des jeunes. Alors, en plus de la santé sexuelle, nous avons la santé de la reproduction, qui, elle, concerne la composante de la procréation et le bon fonctionnement des organes de reproduction. Voilà. Maintenant, pour tous ces services que vous venez de citer, en quoi c'est important pour les femmes, les adolescentes, adolescents également, et les jeunes au Burkina Faso, en quoi c'est important pour ces couches de personnes-là? Alors, c'est important parce que ces services permettent d'améliorer plusieurs actions. Nous avons, par exemple, la réduction de la mortalité maternelle à travers le bon suivi des grossesses, l'assistance des accouchements, la prise en charge des complications. Nous avons la prévention des infections sexuellement transmissibles à travers le dépistage et le traitement précoce. Nous avons la prévention des grossesses précoces des jeunes à travers
la planification familiale. Donc, important d'avoir les informations nécessaires. Docteur Luc, je dis docteur Luc parce que le nom de famille de docteur, c'est Baradan Dikania. C'est sûr que les téléspectateurs vont se demander est-ce qu'il est burkinabé. Si vous voulez bien nous préciser ça, docteur. Je suis bel et bien burkinabé, mais à travers mon nom, je suis d'origine burundaise. Ah oui, merci pour la précision, docteur. Donc, parlons de santé sexuelle et reproductive, docteur. Quelle place occupe aujourd'hui cette santé sexuelle et reproductive dans les priorités aussi de la santé du système sanitaire burkinabé? La santé sexuelle et reproductive est une priorité du ministère de la Santé, du gouvernement, et il est décliné dans le plan national de développement sanitaire 2021-2030, surtout dans sa composante de chercher la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc ces priorités-là sont là. Mais quelles sont les actions aussi entreprises pour permettre l'accès à cette santé sexuelle et reproductive aux femmes? Au sein du ministère, il y a une direction technique, qui est la direction de la santé de la famille, dont vous relevez, hein? Dont nous relevons, qui s'occupe de définir les normes, les protocoles, les stratégies et les axes pour développer effectivement cette santé sexuelle et reproductive. Est-ce que ça permet maintenant, je vais dire ce système-là permet d'améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive, à la population et particulièrement aux femmes? Ça permet d'améliorer la santé de la femme dans ses aspects de santé sexuelle et reproductive, surtout quand on prend par exemple la stratégie qui a été mise en place des SONU. Les SONU, c'est les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. C'est pour pouvoir amener la femme à concevoir, à accoucher. Elle-même, elle est en bonne santé et elle donne naissance à un enfant en bonne santé. Okay. Il y a aussi l'autre axe, il s'agit de la gratuité des soins. La gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et dans cette gratuité, il y a les accouchements qui sont pris en compte et il y a les interventions comme les césariennes qui sont prises en compte. Donc tout ça, ce sont des actions du ministère pour favoriser l'accès du moins à la santé sexuelle et reproductive. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous voulez ajouter concernant ce domaine-là, ce point? Oui, je voudrais bien ajouter qu'il y a une autre composante qui est plus ou moins importante, parce que c'est bien d'avoir des enfants, mais il faut aussi avoir des enfants qu'on veut, qu'on a désiré et qu'on a programmé dans le couple. Et cela nous amène à parler de la planification de la famille, la planification familiale. Le couple va dire, nous voulons des enfants, à quelle périodicité, après quel intervalle, et cela permet à ceux qui sont venus bien avant de se développer et à la famille de s'épanouir. Et donc la politique de planning familial est aussi une des actions du ministère de la Santé. Tout à fait. Mais qu'on se comprenne bien, ce n'est pas une limitation des naissances. On a dit planification. C'est une planification. Oui. Merci pour la précision. Docteur Traoré, parlons maintenant du plan juridique. Sur le plan juridique, quels sont les droits essentiels reconnus en matière de santé sexuelle et reproductive? Merci Madame Ninkiema. Je vais terminer par là où Docteur Luc a commencé. C'est déjà le droit de faire les enfants quand on veut. C'est ça. Et avec qui on le veut. Donc c'est le premier droit reconnu pour les femmes, pour les filles et même pour les hommes. Parce que la question de la santé sexuelle et reproductive, généralement on pense que c'est juste les femmes. Parce que Dieu nous a fait don de la maternité, mais ça regroupe en fait aussi les enfants. Parce qu'on peut avoir des malformations génitales à la naissance, donc c'est aussi leur droit à eux. Donc les femmes, les jeunes, parce que c'est l'âge où on rentre un peu dans l'adolescence, où les sens se développent, on a besoin d'informations, d'éducation, mais aussi les personnes âgées. Enfin, on est surpris, mais oui, aussi ils ont une sexualité, il y a des questions de prostate et tout dont on connaît aujourd'hui, cancer du col de l'utérus qui peuvent arriver. Donc au-delà de cet accès, c'est le droit d'avoir la confidentialité.
et le respect de la dignité qui manque parfois dans nos maternités. Je suis chaque fois peinée quand je parle de ça. Parce que bon, quand vous rentrez dans une salle préparation d'accouchement, là, comme on dit, il n'y a pas de honte le jour de l'accouchement. Mais docteur, souvent même vous mettez les gens dans le couloir, non? Je vous laisse poursuivre. Malheureusement, souvent on accouche et puis, ou bien on est en plein travail, on nous met dans le couloir. Donc, du coup, la confidentialité n'est pas vraiment la dignité de la femme parce que bon, tu es exposé, ne serait-ce qu'à d'autres femmes, à des accompagnantes. C'est parfois pénible en réalité. Pourtant, ça fait partie de nos droits. C'est aussi surtout le droit d'avoir accès aux services de bonne qualité, à des coûts abordables. Il parlait relativement tout de suite de la gratuité. Donc, ça fait partie des droits. Et surtout de très bonne qualité. On ne doit pas être obligé de faire des kilomètres pour avoir accès à un centre de santé. Et le ministère travaille à faire en sorte qu'il y ait des formations sanitaires le plus proche possible des populations et à défaut d'autres politiques palliatives pour trouver la solution, pour que le respect de l'accès à ces droits soit toujours respecté. Important. Merci beaucoup. Et nous poursuivons cette émission spéciale, une émission spéciale qui va vous apporter des informations sur l'interruption sécurisée de la grossesse encadrée par la loi burkinabé. Docteur Sana, je rappelle que vous êtes de la SOGOB. Quand on parle d'interruption sécurisée de la grossesse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le point de vue médical, justement? Ok, merci. Alors, l'interruption sécurisée de la grossesse, selon la loi, désigne le fait de mettre fin à une grossesse dans les conditions légales, c'est-à-dire dans les conditions légales à travers un personnel médical formé et dans un centre de santé adapté. De façon concrète, c'est l'interruption d'une grossesse légalement et médicalement en respectant strictement la loi, c'est-à-dire en respectant strictement les indications prévues par la loi. On va revenir sur les conditions avec Madame Traoré tout à l'heure, mais pour ce qui concerne la santé, concrètement, ça veut dire que si la personne vient avec peut-être l'autorisation, enfin, tout est prouvé que ça peut être fait, c'est au service de santé de pouvoir gérer ça médicalement avec le patient ou la patiente, pardon, dans vraiment la confidentialité, en suivant les normes. Bien sûr. Ok, mais les normes médicales, je vais dire. Bien sûr. D'accord. Donc c'est ça, l'interruption sécurisée de la grossesse. Voilà. Alors, Madame Traoré, comme on parle de juridiquement, dans quel cas justement la loi autorise l'interruption sécurisée de la grossesse? Dans quel cas en fait? La loi burkinabé permet l'interruption sécurisée de la grossesse dans 3 cas. D'abord, il y a le volet santé, purement santé, où on a 2 options. C'est soit la santé de la mère, donc on a une disposition du code pénal qui dit que lorsque la santé de la mère peut être mise en danger, ou la vie de la mère peut être mise en danger par la poursuite d'une grossesse, la loi permet, quel que soit l'âge de cette grossesse, d'interrompre cette grossesse. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est quand l'enfant à naître, donc le fœtus qui est dans le ventre, a une malformation très très grave, on dit même particulièrement grave, et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Ça veut dire que quand la femme va aller faire les contrôles, les examens, généralement l'échographie, on va se rendre compte que l'enfant à naître a une malformation telle que même si on le laissait naître, il ne peut pas vivre en fait. Il n'est pas viable, ou bien il a une maladie qu'on ne peut vraiment pas guérir au moment où on fait le diagnostic. D'accord, donc si c'est prouvé que... Oui, et là, c'est les médecins en fait qui posent le diagnostic. C'est ça. Donc ça ne peut pas être, même moi je ne peux pas le faire, vous non plus, c'est forcément un médecin qui va faire des examens et qui va poser l'indication. Ce n'est pas forcément un gynécologue, parce que souvent on fait cette confusion. Ça peut être que vous avez une hypertension artérielle, donc un problème de cœur, qui va jouer en fait sur la grossesse. Et donc, votre cardiologue va dire, si on maintient la grossesse, ça va jouer sur votre santé. On va vous référer peut-être là à un gynécologue qui va dire, ok, si c'est ça, on arrête la grossesse pour sauver la vie de la maman. Donc, c'est vrai, c'est 2 vies. On se dit souvent, la maman, il y a d'autres enfants, il y a le parent, il y a le conjoint. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier? Il y a la possibilité aussi d'avoir d'autres enfants.
Donc c'est un peu ce qui motive. Pour les deux autres cas, ça c'est purement juridique, je dirais, et sociologique. Donc c'est en cas de viol ou d'inceste. Donc le viol, vous savez, ce qu'il y a, c'est quand on force une personne à avoir des relations sexuelles non consentantes. Et l'inceste, c'est en fait les degrés de famille. Normalement, on ne peut pas avoir des enfants avec son frère, avec son père, avec son oncle. Il y a des interdictions en fait de mariage et d'enfantement dans la famille. Oui. Donc quand ça arrive, la loi permet, et dans ce cas, dans les 14 premières semaines, c'est la différence avec la première option, où c'est à tout âge de la grossesse. Mais quand c'est en cas de viol ou d'inceste, la loi dit que c'est dans les 14 premières semaines. Et là, la femme doit voir le procureur, ministère public, pour que lui, il dise que la poursuite de la grossesse, il y a une détresse à poursuivre cette détresse et l'autorise maintenant à aller voir un médecin pour interrompre la grossesse. Et toujours dans les 14 premières semaines. Ça veut dire que c'est vraiment des cas encadrés. Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça. C'est vraiment encadré. Pas du tout, parce que d'une manière générale, l'interruption volontaire de la grossesse est interdite au Burkina Faso. Donc je ne peux pas vouloir ne pas prendre de précautions, me retrouver enceinte et dire juste je ne veux pas, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'inceste, ça ne joue pas sur ma santé, l'enfant n'a pas de malformation et je dis bon, juste que je ne veux pas, on va interrompre, ça c'est pas légal. Mais là je veux préciser quelque chose qui est quand même important, parce que quand on dit santé, on pense forcément qu'il faut être malade, couché à l'hôpital, parce qu'on voit que le physique, non. La définition de la santé, il y a aussi le volet mental, les démences et tout ce qu'il y a psychologique. La loi va plus loin en disant même social, mal-être. Donc ce n'est pas que c'est une maladie, une infirmité que vous avez physiquement, ça peut être psychologique, ça peut être une difficulté particulière qui va vous mettre en détresse en fait. Et si un médecin arrive à démontrer que la poursuite de la grossesse est particulièrement difficile pour vous sur le plan psychologique, sur le plan mental, ça rentre dans la notion de santé qui peut permettre qu'on interrompe la grossesse. C'est difficile à imaginer, souvent c'est la réalité, les cas de personnes qui sont dans des situations de déplacement interne, qui se retrouvent malheureusement violées par je ne sais qui. Si la loi encadre et donne la possibilité à cette jeune fille, ou cette dame aussi, de pouvoir de manière sécurisée, parce qu'il faut la notion de sécuriser, parce que ça se fait avec des médecins reconnus pour pouvoir interrompre cette grossesse. Ça va permettre à la personne de vivre normalement. Parce que l'idée de sécuriser, c'est pour ne pas mettre en danger la santé de la maman. On ne va pas aller à un avortement pour soi-même perdre la vie ou avoir une infirmité ou une difficulté particulière après. Donc, c'est vraiment de préserver votre santé. Et je pense que les médecins sont là. On ne va pas prendre le risque d'interrompre une grossesse si on est convaincu que ça va impacter sur votre santé, même si ça rentre dans le cadre légal. Parce que avant que le magistrat ne prenne la décision, il y aura forcément un avis médical qui doit même dater la grossesse et dire que c'est encore possible de le faire. On va rester avec vous, Madame Traoré. Maintenant, quelle est la procédure à suivre pour pouvoir arriver à ce qu'on vous accorde une interruption sécurisée de grossesse? Pour la procédure, on a deux volets. Donc, pour le volet santé de la mère et malformation du fœtus, ça c'est purement médical. Ça veut dire que vous êtes obligé d'aller voir un médecin. Malheureusement, la loi dit un médecin, pas n'importe quel agent de santé, et qui, après examen, va poser ce diagnostic. Donc, la procédure, je dirais, c'est une consultation et le reste est géré médicalement. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est les cas de viol et d'inceste. Parce que là, la loi dit d'aller voir le ministère public. Bon, c'est pas évident, ou le procureur. Déjà, quand on dit justice, les gens... Il faut aller au palais de la justice. Les gens ont peur et tout. Et bon, quand vous arrivez, il faudra arriver à dire qu'on vous a violé. Arriver à dire ou à prouver, parce qu'avec la justice, souvent... Prouver, on va chercher quand même des indices. Et c'est là que se trouve la difficulté, parce que bon, on ne va pas quand même vous croire aussi, comme si c'était parole d'évangile. On va essayer de savoir, de chercher que vous n'êtes pas aussi en train de tromper pour pouvoir profiter d'une faille de la législation. Et c'est là toute la difficulté, parce que souvent c'est vraiment difficile de prouver un viol. Et dans nos sociétés, tellement que c'est tabou, après un viol, rarement on s'élève et on va voir un agent de santé. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir des preuves.
et à 90, je dirais même 95% des cas, c'est quand la jeune fille ou la dame se retrouve enceinte. Après quelques mois, elle ne voit pas ses menstrues, elle s'inquiète. Et bon, malheureusement, souvent, c'est vraiment délicat d'avoir des preuves. Le cas de l'inceste aussi est assez difficile, moins difficile que le viol. Mais la difficulté se trouve au fait que c'est dans un cadre parfois familial. Donc, on a les pesantés sociologiques, on a la pression de la famille. Bon, vous imaginez, aller dire qu'un oncle ou un cousin vous a violé, vous a forcé à avoir des relations sexuelles, ou même que c'est consenti, ça peut diviser les familles. C'est ça. Et donc, souvent, bon, les gens n'ont pas l'information et ils peuvent aller dans la clandestinité, alors que légalement, on aurait pu trouver la solution et sécuriser tout le monde. Donc, on continue dans la procédure. Vous dites qu'il faut aller donc voir le procureur, c'est ça? Donc, ou le ministère public, vous avez dit. Le ministère public, c'est le procureur. En fait. Voilà. Donc, arrivé, le procureur a deux options. Il peut prendre un avis médical. Il n'est pas obligé. S'il pense que c'est nécessaire, il le prend. Mais dans tous les cas, il doit dire qu'il y a une détresse avec la poursuite de cette grossesse. Et maintenant, au vu de cette détresse, il va vous donner un document et il va vérifier que la grossesse a moins de 14 semaines. Et donc, ce document va vous permettre, avant la fin des 14 semaines-là, d'aller voir un médecin pour pouvoir pratiquer maintenant l'interruption de la grossesse. D'accord. C'est bien de pouvoir donner l'information, en tout cas aux téléspectateurs. Docteur, pour le ministère de la Santé, vous qui êtes au ministère, est-ce qu'il y a... Le ministère a mis un système pour permettre l'interruption sécurisée de la grossesse au cas où la loi encadre ça. Est-ce que vous avez mis un système en place pour informer et accompagner cela? Je dirais que au moment où une interruption sécurisée de la grossesse est actée, le ministère de la Santé doit mettre en place, et il a mis en place, pour assurer la qualité des soins, pour que cette interruption soit vraiment sécurisée. Et la deuxième des choses, comme l'a dit Madame Traoré, c'est de toujours s'assurer de la santé de la femme. C'est toujours et toujours dans l'intérêt de la santé de la femme. Donc, revenons sur le premier point. En ce qui concerne la qualité des soins, il y a d'abord la formation de base. Les agents de santé, et il y a des formations continues que le ministère organise régulièrement pour que les agents de santé soient toujours à jour de leurs connaissances et de leurs compétences. Parce que si tu n'as... C'est vrai que tu peux avoir des connaissances, mais si tu n'as pas des compétences qui sont renouvelées, ça sera difficile de pratiquer cet acte médical. Vous parlez donc de formation sur des cas spécifiques d'interruption sécurisée de grossesse. Tout à fait. Okay. Donc je dis, il y a d'abord la formation de base qui se passe au niveau des écoles de santé. C'est ça. Et il y a les formations continues qu'on fait au niveau des agents en service. Parce que des normes de qualité de soins évoluent et changent. Le ministère de la Santé, à travers la direction de la santé de la famille, édicte les normes et les protocoles, comme je l'avais dit très haut, bien avant. Et il les met régulièrement à jour. Et s'il y a des recommandations qui viennent des institutions internationales qui s'occupent de la santé, comme l'OMS, on peut les adapter au contexte du Burkina. Ce n'est pas forcément qu'on doit faire ce qu'on nous dit, mais on les adapte au contexte du pays. Et à ce moment-là, il faudra informer tous les agents de santé. Voilà, aux connaissances actuelles de l'an 2026, où est-ce qu'on se retrouve et qu'est-ce qui serait mieux pour pouvoir résoudre un problème de santé. Et le ministère de la Santé aussi doit s'assurer du plateau technique. Ce n'est pas le cas particulier de l'interruption sécurisée de la grossesse. Le ministère s'assure de relever le plateau technique de tous les niveaux de santé, du CSPS, du premier échelon, jusqu'au niveau des CHU, pour que la population puisse bénéficier des meilleurs soins de qualité. C'est comment je vais savoir, est-ce que par exemple, vous avez parlé
pour le cas vraiment décentralisé du ministère de la Santé, vraiment, quelque part dans un village, est-ce qu'une personne qui a été victime, par exemple, de viol ou de cas d'inceste, une fois arrivée au niveau des agents de santé, est-ce que ces agents de santé sont informés et peuvent apporter comme solution l'interruption sécurisée de la grossesse à cette jeune fille-là? Est-ce que le ministère a fait de telle sorte que l'information est passée, les gens sont au courant? Est-ce que les personnes peuvent avoir ces informations à la base? Oui, il y a eu une série de communication de, comment on appelle ça? Je cherche le terme. CVTA, clarification des valeurs. Clarification des valeurs. On va couper et puis recommencer, ou bien je vais continuer comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je repose la question. On va couper cette partie. Alors, donc, je repose la question. Je veux savoir, je vais le poser, mais en fait, ce que je veux savoir, c'est... Parce que quelqu'un peut se lever et aller parler d'un cas. Elle peut aller parler d'un cas qu'elle a vécu. Est-ce que, par exemple, le ministère a fait de telle sorte que les agents de santé sont informés et peuvent même recommander cela à la fille? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous êtes assuré? Voilà ce qu'elle doit faire. Oui, les agents de santé sont formés et ils ont été informés. Ok, voilà. Mais bien sûr, quand il s'agit des cas où il faut un spécialiste pour diagnostiquer une malformation quelconque, les agents de santé savent chez qui orienter la patiente. Donc, on va recommencer. Parce que, voilà, on va recommencer. Et bien sûr, le sujet de ce soir, on parle de l'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi burkinabé. Et avec le docteur, on parlait donc des actions du ministère, les systèmes mis en place par le ministère de la Santé. Et moi, ce que je veux savoir, docteur, est-ce qu'au niveau décentralisé, peut-être dans un village, si une jeune fille vient voir un agent de santé pour un cas de viol, et que la loi prévoit que dans ces cas-là, si elle a l'autorisation, elle peut procéder à l'interruption sécurisée de la grossesse. Est-ce que l'agent de santé à la base peut recommander cela à la jeune fille? Est-ce que vous avez travaillé de telle sorte à pouvoir arriver à ce niveau? Oui, jusqu'au niveau périphérique. Les agents ont été orientés. Quand je dis orientés, ça veut dire informés sur l'interruption sécurisée de la grossesse. Ils ont l'information, ils peuvent donner des informations qu'il faut à la jeune fille ou bien à la dame qui se trouve dans cette détresse psychologique, dans ce cas de viol, ou bien si eux-mêmes, les agents de santé, viennent de diagnostiquer ou bien soupçonner un cas de malformation ou bien un cas d'une grossesse qui est incompatible avec la vie de la mère. Donc, l'information est passée. Merci beaucoup, docteur. Docteur Sana, dans ces situations souvent difficiles et même sensibles, comment les équipes de santé assurent la confidentialité, l'écoute, l'accompagnement de ces patientes-là? Alors, dans le cas d'interruption sécurisée de la grossesse, les équipes appliquent les droits fondamentaux de confidentialité, d'écoute et d'accompagnement selon les normes recommandées. Voilà, ces principes permettent de respecter la dignité, la sécurité et le bien-être de la femme. Donc nous avons la confidentialité, c'est une obligation éthique et professionnelle. Et le personnel sanitaire est soumis au secret médical. Normalement, on doit recevoir, je dis bien normalement, on doit recevoir la femme dans un cadre fermé à l'égard de tout regard. Le dossier médical doit être sécurisé et on ne doit pas parler à une tierce personne. Alors, concernant l'écoute, c'est vraiment accueillir la femme avec respect, sans jugement ni discrimination. D'accord. Et l'accompagnement se fait pendant la procédure, avant la procédure, pendant la procédure et après la procédure. Voilà. Avant la procédure, c'est vraiment accueillir la femme et l'expliquer la méthode que vous allez utiliser, les complications éventuelles. Voilà. Et pendant la procédure, c'est vraiment soutenir la patiente et faire une surveillance médicale. Et après la procédure, c'est vraiment l'expliquer les signes de danger et le suivi
post-procédure et l'orientation dans un service de planification familiale ou au besoin pour un service de soutien psychologique. D'accord. Donc c'est vraiment, les médecins sont là du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et en même temps jouer le rôle de celui qui soigne et de celui qui l'aide psychologiquement. Psychologiquement, c'est ça. Docteur, revenons au ministère de la Santé. Comment vous faites pour encadrer ces services-là afin de garantir en même temps que la loi soit respectée, mais que pour les cas d'interruption sécurisée de grossesse, la patiente puisse avoir aussi les soins nécessaires, les soins adaptés? Comment vous faites pour pouvoir garantir ça? C'est vrai que la loi dit que celui qui fait l'indication, à part le procureur, c'est un médecin. Mais on travaille dans un cadre où tu ne peux pas avoir les médecins un peu partout. Donc la plupart du travail qui va se faire se fera par les autres agents de santé, mais par délégation de tâches. C'est comme ça on l'appelle. Et cette délégation de tâches ne peut pas se faire sans que vous n'ayez renforcé les compétences de ce personnel. Ce personnel a été renforcé en compétences. Et on s'assure que le niveau qui va faire la procédure dispose du matériel nécessaire. Il y a deux techniques, peut-être ma collègue va revenir là-dessus, qui sont généralement utilisées. Il y a la technique médicamenteuse, des produits qu'on donne à la personne, et il y a des techniques que je pourrais dire instrumentales. Donc on ne pourra pas demander à un agent de santé ou bien à un centre de santé de faire une technique alors qu'elle n'a pas été formée ni ce centre équipé en matériel. Le ministère de la Santé se charge d'équiper les centres de santé, les formations sanitaires qui sont autorisés à faire ce genre de procédure de l'interruption sécurisée de la grossesse. Donc on sent votre présence dans ces services de santé-là, puisque ce sont vos agents également. Et pour faire respecter aussi la loi, est-ce que vous êtes regardant, il y a quand même des papiers forcément que vous exigez aux agents de pouvoir regarder avant toute interruption sécurisée de grossesse? Tout à fait. Parce que s'il n'y a pas ces deux autorisations de deux niveaux différents, du procureur, par exemple, ou bien du médecin qui a signé pour attester que cette procédure peut être faite, l'agent de santé ne va pas se mettre à le faire. Il serait en porte-à-faux avec la loi. C'est ça. Donc, c'est des ordres qui sont donnés, comme je l'ai dit, au niveau même des agents de santé. Voici, en cas de pratique d'interruption sécurisée de grossesse, voici ce que voilà, la patiente doit fournir, voici les vérifications à faire, voici les... Ok. Et donc, ces agents-là sont informés de ce qui doit être fait avant toute action. Docteur Sana, maintenant parlons de la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina, SOGOB. Quel rôle joue la SOGOB dans la promotion aussi de la santé reproductive et l'amélioration de la qualité des pratiques notamment sur le terrain? SOGOB, qui est la Société des gynécologues et obstétriciens, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé et de la reproduction sur plusieurs aspects, voilà, plusieurs actions. Nous avons ils permettent la formation et le renforcement de capacités, la formation et le renforcement des capacités des professionnels de santé, voilà, par des formations continues, des enseignements post-universitaires, voilà, la divulgation des protocoles conformes aux recommandations. Alors, ils accompagnent le ministère de la Santé, voilà, dans le plaidoyer. Et ils facilitent la qualité des soins en accompagnant le ministère dans la supervision, les audits des décès maternels, voilà, et la promotion des bonnes pratiques sur le terrain. Alors, la SOGOB organise régulièrement des congrès, des ateliers et
des formations à l'endroit du professionnel de santé et même au grand public sur des thèmes variés, par exemple sur les droits en santé sexuelle et reproductive et même l'interruption sécurisée de la grossesse et bien d'autres thèmes importants. Donc autant pour les formations, vous rencontrez et vous formez vos collègues de la santé. Bien sûr. Pour le public aussi qui est intéressé, il y a des formations ouvertes à la population. Bien sûr. La SOGOB a fait beaucoup de formations à l'endroit des élus même locaux, à l'endroit du ministère des magistrats, voilà, à l'endroit des OSC, et en plus des professionnels de santé. Et généralement, ça porte sur les thèmes en lien avec C'est des thèmes variés. Voilà. On peut avoir des thèmes sur l'interruption sécurisée de la grossesse comme on parle. Voilà. On a les thèmes sur les décès maternels, voilà, et bien d'autres. D'accord. Donc, autant d'activités pour notamment accompagner les professionnels de la santé, mais la population aussi sur avoir des informations fiables. C'est ça. Madame Traoré, on va revenir à vous. Selon vous, comment justement les sociétés savantes et les organisations professionnelles peuvent-elles contribuer à faire évoluer les politiques et les textes également en faveur des droits en santé reproductive? Merci Madame Nikema. Les sociétés savantes et surtout les agents de santé peuvent réellement permettre de modifier ou même de faire avancer la législation parce que c'est eux les praticiens en fait. La loi ne sert que si on peut l'appliquer. C'est vrai que le titulaire du droit doit revendiquer son droit, mais quand on le revendique, il faut quelqu'un à côté qui arrive à faire en sorte qu'on puisse réellement jouir en fait de ce droit. Donc si on vient dans la notion de santé sexuelle et reproductive, ça veut dire que si on me dit que j'ai accès à la santé, accès à avoir un suivi de ma grossesse du début jusqu'à la fin, il faut qu'il y ait un professionnel qui puisse mettre cela en œuvre. Donc pour le cas spécifique de l'interruption sécurisée de la loi, vu les difficultés sur le terrain, notamment pour pouvoir diagnostiquer les problèmes, les malformations, pour pouvoir regarder les effets sur la santé ou la vie de la femme, pour pouvoir rester dans le délai légal même des 14 semaines pour le viol et l'inceste, ils peuvent remonter des statistiques pour dire dans telle zone ou dans tel domaine, voici les difficultés que nous avons. Et là, les décideurs, notamment l'Assemblée nationale ou même toute personne qui, en tout cas, a un pouvoir décisionnel, avec un bon plaidoyer, ça peut permettre de revoir la législation parce que l'intérêt d'une loi, c'est vraiment l'accès pour les personnes pour lesquelles ça a été édicté. Bien sûr. Quand la loi existe, il faut que ça puisse servir les personnes. Okay. J'ai quelques questions pour vraiment tous les trois. Donc, on va faire un tour de table. Et je commence donc par docteur, on commence par vous. Alors, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés aussi qui limitent l'accès des femmes et des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive? Quelles sont ces difficultés-là? Merci Madame Nikema. Les difficultés sont de différents ordres. J'en citerai au moins 4 ou 5. D'accord. Allez-y, docteur. Il y a les barrières socio-culturelles. Ça, c'est quelque chose de connu depuis longtemps. Peut-être que mes collègues pourront en développer quelques mots là-dessus. On a du mal à parler donc de sexualité. Voilà, c'est très compliqué, bon, c'est tabou. Voilà. On arrive jusqu'au mariage où alors qu'on ne connaît absolument rien, rien n'est dit. Chacun apprendra sur le tas ou bien devant les problèmes ou bien les accidents. Il y a aussi les barrières institutionnelles et professionnelles. Okay. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que les agents de santé sont informés? Ils sont bel et bien informés, puisque même l'agent de santé peut avoir une barrière professionnelle par objection de conscience. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, il a reçu une note d'un médecin ou bien d'un procureur qui lui dit cette grossesse ne peut pas évoluer pour cette dame-là. Tu connais les procédures, il faut procéder à l'interruption sécurisée de la grossesse. Mais l'agent de santé, selon ses convictions religieuses ou morales, il peut dire non,
moi, je ne pratique pas cet acte médical. Mais la loi l'oblige à référer à ce moment-là la patiente chez un de ses confrères. Mais il a la possibilité de dire ma conscience, ma religion, mes convictions sociales ne me permettent pas de le faire. Et il reste là. Il ne réfère pas forcément. Non, il doit référer. En principe. Puisque la loi l'oblige de le faire. Mais personnellement, en sa personne, il peut dire que lui, il ne le fait pas. C'est ça l'objection de conscience. Il y a aussi l'accueil non convivial. Nous, les agents de santé, on stigmatise aussi nos patients et nos patientes. Alors, tout à l'heure, docteur Sana va dire si... comme vous-même, vous êtes gynécologue obstétricien et puis vous le dites, bon, d'accord, donc il y a des agents de santé qui ne sont pas agréables à l'accueil. Exactement. Et ça devient un obstacle. Que ce soit les dames ou les jeunes femmes, elles auront peur d'aller vers cet agent de santé. Oui. Bon, tu es une dame même mariée, tu fais un enfant cette année, l'année prochaine tu fais un autre enfant, on va te regarder de travers. Alors que c'est ton droit de faire tes enfants comme tu l'entends. Ça fait partie d'un mauvais accueil. D'accord. Il y a souvent des agents de santé qui ça me fait rire, qui disent aux femmes, là, on ne veut plus te voir ici l'année prochaine. Hein? D'accord, je vous laisse poursuivre, docteur. Il y a les obstacles géographiques et sécuritaires. Bon, on connaît certaines situations sécuritaires où certaines formations sanitaires ont dû être fermées. Les femmes et les jeunes filles n'ont pas accès aux services de santé de qualité. Pas de qualité, des fois même c'est fermé. Ça, c'est déjà un obstacle aussi. Il y a les obstacles liés à la distance. Oui. Parce que chaque femme enceinte, toute personne, tout patient devrait avoir accès à un service de santé qui est proche de là où il vit. Ça, c'est une personne normale. Oui. Mais imaginez-vous une personne enceinte alors. Son déplacement n'est pas aussi facile que pour une personne qui n'est pas enceinte. Donc ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi qui ralentit ou bien qui entrave les soins, les droits à la santé sexuelle et reproductive. D'accord. Je vais laisser le docteur Sana ajouter les difficultés qui entravent l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Ok, merci Madame Nikiema. Alors, en plus de ce que le docteur a dit, moi j'ajouterai les contraintes financières. Voilà, les contraintes financières qui font que certaines femmes, elles veulent bien aller consulter, mais vu qu'elles n'ont rien, préfèrent rester chez elles parce qu'il faut aller payer la consultation, payer les produits. Voilà, donc ça c'est une contrainte qui font que souvent elles n'accèdent pas aux services de santé. Alors, en plus de ça, moi j'ajouterai la vulnérabilité des adolescents et des jeunes. Voilà, cette vulnérabilité est due au manque d'autonomie, que ce soit autonomie financière ou autonomie de décision, parce que l'adolescent ne peut pas décider sur sa santé. Voilà. Il y a la peur des parents. Voilà. Qu'est-ce que j'ajouterai? En plus de ça, je peux ajouter le manque aussi de structures adaptées aux jeunes. Voilà, parce qu'on n'a pas suffisamment de structures dédiées aux adolescents et aux jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc imaginez quand tu es adolescente et que peut-être tu as des règles douloureuses, tu es obligée d'aller voir la même gynécologue ou le même gynécologue que ta maman. Et alors qu'il y a des gens, dès qu'ils te voient rentrer chez un gynécologue, ils vont dire, ah, est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Ça peut justement porter aussi, ça peut ralentir. Justement, ça ralentit la fréquentation, l'accès. Effectivement. On va laisser Mme Traoré ajouter quelque chose, peut-être que sur le plan juridique, il y a des difficultés. Sur le plan juridique, le principal problème, c'est même l'ignorance de la loi, l'ignorance des droits. Beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Et même souvent, les agents de santé qui ont l'obligation d'offrir certains services ne connaissent pas souvent ces obligations. Et surtout, ça rentre dans le cadre légal. Oui. Parce que quand on dit que j'ai droit à quelque chose, ça veut dire que quelqu'un a l'obligation de me l'offrir. Il parlait tantôt de l'objection de conscience. Je reviens un peu là-dessus, parce que c'est une question qui est assez difficile.
La loi dit que vous pouvez, c'est un droit, vous pouvez exercer ce droit à condition de pouvoir référer la personne sans que ça n'entrave ou n'augmente en fait les déficits sur sa santé. Ça veut dire quoi? Si vous êtes le seul agent habilité, par exemple, à faire une interruption sécurisée de santé dans un poste de grossesse, et le prochain poste est peut-être à 10 km ou à même moins que ça, et vous dites que vous n'allez pas le faire par objection de conscience, même si vous référez, le minimum c'est que vous entravez les difficultés d'accès de cette femme à la loi. C'est vrai. Donc, est-ce que dans ce cas, on doit autoriser cette personne à jour à faire, en fait, revendiquer ce droit, oui ou non? Moi, je dis non. Parce que le référencement, ce n'est pas écrire un papier et puis dire d'aller se référer. C'est de s'assurer que la personne aura accès au service dans un rayon assez proche. Il ne faudrait pas que cette personne, en quittant chez vous, se dise je n'ai pas de solution, je ne peux pas y aller, puis tout je laisse tomber. tomber. Et la personne va aller dans la clandestinité. Et elle parlait tantôt des barrières financières. C'est vrai qu'il y a la gratuité des soins qui permet quand même d'amoindrir les frais. Mais ça ne prend pas en charge certains aspects, notamment les déplacements. Quand on vous dit que vous devez aller faire une échographie et que dans votre village, il n'y a pas d'échographe, et que vous devez aller dans le chef-lieu de province qui vous paye le transport, ça ne rentre pas dans la gratuité. Donc l'État a beau faire la gratuité, si le service n'est pas à côté, ça peut encore créer des problèmes. J'imagine encore l'inaccessibilité parfois de certains produits de santé. Aujourd'hui, on fait la politique de la planification familiale, c'est très bien. Mais dans les zones où il y a beaucoup de PDI, dans les zones où c'est un peu plus difficile, il peut même y avoir des ruptures. Pourtant, c'est des couples. Pourtant, la proximité peut créer beaucoup plus de violence, beaucoup plus de viol. Et dans ces cas, peut-être que la jeune fille aurait pu prendre une méthode de contraception pour qu'en cas de viol, au moins elle n'ait pas à gérer une grossesse indésirée. Mais s'il n'y a pas ça, ça devient encore plus compliqué. Il y a beaucoup de barrières, la stigmatisation dont vous parliez. Le simple fait de rentrer dans un centre de santé, bon, on a vu à l'époque avec les hôpitaux du jour pour les personnes VIH, dès qu'on te voit rentrer là-bas, bon, on dit que tu as le sida. Voilà, et automatiquement on te stigmatise. Donc pour les questions aussi de santé sexuelle et reproductive, surtout pour les adolescents, il y a beaucoup de stigmatisation et de barrières socio-culturelles. On n'en parle pas à la maison, on n'en parle pas à l'école. Si vous partez dans un centre, c'est comme si vous êtes une... Bon, je ne veux pas dire une fille gâtée. Voilà, entre griffes, comme on le dit. Voilà. Alors que si les parents... à découvrir des choses. Voilà, si les parents étaient sensibilisés, soit ils vont gérer ça, ou au moins ils vont vous accompagner. Parce que s'ils sont informés, donc toute cette ignorance, le manque même d'éducation des parents, ou souvent le fait qu'ils ont carrément démissionné dans l'éducation des jeunes, fait qu'on se retrouve souvent avec l'information, TikTok et tout ce qu'il y a. Ils voient des choses, ils sont curieux, et puis à la fin, bon, on n'a pas forcément fait des solutions pour les donner. Donc ça fait plus de barrières, et souvent une jeunesse fougue qui n'a pas de réponse, et ça peut aller dans le sens que personne ne souhaite. C'est dommage. Docteur, comment on fait alors pour sensibiliser, informer les populations, les familles, les personnes concernées, pour que ces personnes puissent avoir une meilleure compréhension des services et droits réservés à leur endroit pour ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive? Merci Madame Nikema. Ça me permet de rebondir justement sur ce que Madame Traoré disait tout de suite. Les jeunes voient les choses sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de réponse. Un des canaux pour pouvoir sensibiliser, justement, c'est ces réseaux sociaux. Et dans la santé des jeunes, dans la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, il y a ce qui se fait actuellement et qui se met en place progressivement. C'est les clubs qu'on appelle Kijé Jeunes. Les Kijé Jeunes, ça permet aux jeunes de s'informer et ça permet une information par les pairs. On est mieux informé, on croit plus en père. Quand je dis père, c'est P-A-I-R-S. Pas père biologique, pas père papa.
Quoi plus aux gens semblables Exactement. Donc, c'est le développement de ces clubs jeunes qui existent déjà, mais qu'il faut étendre. Sensibilisation des jeunes par les jeunes. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a aussi la sensibilisation, favoriser le dialogue parent-enfant. Parce que les parents, ce que vous ne dites pas aux enfants, ils vont l'apprendre ailleurs et ils vont mal l'apprendre. Et devant des gens à qui ils n'ont pas confiance ou bien qui ne leur disent pas la vérité. Et si l'enfant peut se confier à toi, il te fera plus confiance. Il faut que l'information passe et qu'on en discute en famille. Exactement. Bon, voilà. Vous voulez ajouter quelque chose sur les actions, docteur? Bon, moi, les actions, je vois... Et en plus de ce qu'il a dit, il faut vraiment renforcer l'éducation sexuelle des jeunes, dès vraiment le jeune âge. D'accord, il faut commencer plus tôt. Il faut commencer plus tôt, peut-être même dans les écoles, voilà, il faut commencer plus tôt. D'accord. Madame Traoré, sur les actions pour sur les actions, quand on dit plus tôt, souvent, on a l'impression qu'on veut pervertir les enfants. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, de plus en plus... on a des plaintes sur les attouchements qu'on fait aux enfants. Parce que un enfant, tu lui donnes un bonbon, un biscuit pour toucher certaines parties de son corps. Lui, il ne sait pas que c'est mauvais. Pendant mon stage, j'ai eu un dossier où quelqu'un a osé venir dire qu'une fillette de 5 ans qui l'avait violée était consentante. Parce qu'il lui faisait des attouchements et il lui donne des bonbons. Il lui demande est-ce que la fille est d'accord pour toucher la fille. Il dit oui, puisqu'elle veut des bonbons. Donc souvent, ce qu'on dit aux parents, c'est d'adapter en fait le message à l'âge de l'enfant. Un enfant à 4 ans, à 5 ans, on peut déjà lui dire, on ne doit pas toucher à telle partie. Si quelqu'un touche ici, viens me dire. Parce que malheureusement, souvent, même nos aides ménagères à la maison, ou souvent tu as un parent à la maison qui peut faire ça à ton enfant et tu l'ignores. Donc, il vaut mieux en parler en fait. Tout à fait. Et que l'enfant sente que c'est un danger et que l'enfant... avec cette naïveté, puisse venir même t'en parler. C'est le premier pas. Et si on arrivait réellement à faire ça, on aura déjà gagné un grand pari. Deuxièmement, c'est ce genre de mission qui est vraiment à saluer. Parce que ça permet de porter l'information. Tous vos téléspectateurs qui vont suivre cette émission auront au moins une information sur ce que c'est que les droits, sur ce que c'est que l'accès et qu'est-ce qu'il faut faire au cas où on a tel ou tel problème. Même si ce n'est pas le parent, on peut aller voir un agent de santé, on peut aller à la justice. C'est pas qu'on va vous enfermer, non, la justice c'est pas ça. On va au moins vous donner aussi l'information juste pour éviter certains problèmes. Merci beaucoup. On me signale que le temps est presque terminé. Tour de table rapidement sur les conseils et les messages. On commence par vous, docteur. Quel est votre message à l'endroit des décideurs, des parents et même des jeunes sur l'importance notamment d'avoir les informations sur la santé sexuelle et reproductive, informations sur les droits également à cette santé sexuelle et reproductive? Bon. Aux décideurs, aux décideurs dont vous faites partie, c'est de faire passer du droit à la réalité. D'accord. Passer l'information pour que les gens connaissent leurs droits. Parce qu'une loi qui existe et qui ne sauve personne, cette loi ne sert pas. Voilà. Donc, passer l'information. Passer l'information, la communication. Voilà. D'accord. Le message, docteur, votre message à l'endroit des décideurs, des parents, des jeunes. La protection de la santé sexuelle et reproductive, c'est collectif au fait. Voilà, c'est pas seulement qu'aux décideurs. Alors, aux décideurs, moi je dirais de renforcer quand même l'accès aux services de soins de qualité, accessibles et respectant les droits de tous. Voilà, aux parents, je dirais de vraiment dialoguer avec son enfant, c'est le protéger au fait. C'est l'accompagner, c'est l'informer, c'est l'écouter. Et ça lui permet d'avoir des actions responsables afin de protéger sa santé. Maintenant, aux jeunes, je dirais de chercher à connaître leurs droits, voilà, et de fréquenter les services de santé. Merci beaucoup. Merci. Madame Traoré, pour finir. Je vais aller un peu dans le sens de Dr Sana. Vraiment, pour moi, c'est un plaidoyer
à l'endroit des décideurs, c'est la possibilité, par exemple, d'édicter des normes spécifiques pour des situations spécifiques. On a vu qu'en matière de santé, quand on a eu l'inondation ou quand on a eu Covid, on a pris des textes spécifiques. Parce que la situation est particulière, parce que la situation est spécifique. Donc, on pourrait également, pour cette période de crise un peu sécuritaire, un peu sanitaire, prendre aussi des lois spécifiques, peut-être même adaptées en fonction des zones. Tout ça, c'est possible en fait de l'édicter pour alléger les procédures pour l'accès à l'interruption sécurisée des grossesses, surtout pour les cas de viol et d'inceste. Parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent au-delà du délai. Et ces femmes vont vous dire, on m'a séquestré, on a passé le temps à me violer, souvent plusieurs personnes. Et souvent, c'est à la fin, quand on se rend compte que vous êtes enceinte et que la grossesse est visible, qu'on vous laisse. Et souvent, c'est au-delà de 14. Alors que la loi ne permet pas, au-delà de 14 semaines. 14 semaines. Donc, quand la personne va arriver, ça fait des débats. Et je pense qu'on a eu un cas à Kaya où la dame a essayé 2 fois de se suicider. Oh là. Voilà. Et donc, on pourrait alléger les procédures pour certaines situations spécifiques. Parce que perdre une femme, c'est même fragiliser la société. Imaginez si cette femme était l'épouse de quelqu'un. La société va la rejeter. Et ses enfants qui sont là, et si elle tente d'avorter clandestinement et qu'elle en meurt, on fait des orphelins. C'est peut-être une qui était économiquement posée, qui aussi finit. Et finalement, c'est la société qui prend le coup. Et au pire des cas, même si elle arrive à le faire, elle va venir avec des complications à l'hôpital. C'est qu'on aurait pu rapidement prendre en charge, sans stresser personne, sans trop de dépenses pour les médicaments et tout. Ça devient une urgence et ça fait courir tout le monde. Donc c'est vraiment un appel. La loi doit s'adapter. La loi pourrait en tout cas faire en sorte que les femmes puissent réellement exercer leurs droits pour des périodes où c'est assez délicat. Les décideurs. Maintenant, les jeunes, les parents. Les jeunes, les parents, c'est aller à l'information. Malheureusement, souvent, même nous qui nous disons être allés à l'école et tout, on ne lit pas les domaines qui ne nous intéressent pas. Donc, c'est vraiment de s'informer. Au-delà de la sensibilisation, on peut avoir accès à l'information plus facilement aujourd'hui. Et aux parents, il faut vraiment qu'on quitte cette affaire de ce que nous, nos mamans nous ont dit. Si un homme te touche, tu vas mourir. Parce que ça ne marchera pas avec nos enfants. Donc, on est obligé, comme elle a dit, de dialoguer, de leur dire certaines vérités pour les protéger. Parce qu'une jeune fille ou même un jeune garçon, quel que soit, qu'il soit brillant et tout, quand il te ramène une grossesse indésirée à 13 ans, à 14 ans, c'est difficile. Aujourd'hui, moi, je travaille. Si ma fille me ramène une grossesse à 14 ans, même si je décide de garder, qui va garder pour qu'elle continue son école? Puisqu'on n'a même pas d'aide ménagère. Moi, j'ai mon boulot, elle a son école. Et peut-être même ça avec aussi un petit garçon de 15 ans, 16 ans. 2 mineurs qui font un enfant, comment on va gérer ça? Donc, même si on ne part même pas sur le plan de l'interruption sécurisée, on peut éviter les grossesses non désirées, les grossesses précoces et tout ce qu'il y a. Parce que ça donne un meilleur avenir à nos enfants, qui sont quand même l'avenir de ce pays. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être passés sur ce plateau. Merci, Madame Hassana Traoré. Je rappelle que vous êtes magistrate. Merci à vous également, Dr Luc Joseph Baradandi Kanya. Merci d'être passé. Merci, vous êtes du ministère de la Santé, je rappelle, et merci également Dr Aïcha Sana, donc de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB, et je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne également. Alors, fidèles téléspectateurs, merci. On va s'arrêter ici pour cette émission spéciale et nous disons merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir aussi suivi cette émission sur les droits en santé sexuelle et reproductive, y compris l'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette émission réalisée en partenariat avec la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB, et l'ONG Maristop International. Alors, merci beaucoup, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.